La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Martin Rueff propose une séance intitulée « Être avec ». Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes réunis, si j'ose dire, pour notre troisième leçon intitulée « Être avec ». Après être loin, être près, être avec. C'est donc à cette question centrale dans l'histoire de la philosophie, mais aussi dans nos existences, que je vais me consacrer aujourd'hui. Je le ferai conformément à la méthode que j'ai adoptée dans les précédentes leçons, c'est-à-dire en filant un commentaire le plus serré possible des paragraphes que Martin Heidegger consacre à cette question, c'est-à-dire les paragraphes 24, 25 et 26 du quatrième chapitre de la première section de la première partie d'Être étant. Et je voudrais m'expliquer une fois de plus sur ce choix, car vous le verrez, j'émaillerai ce commentaire non seulement d'étoilement bibliographique en essayant de donner à ce fil conducteur une épaisseur historique qui n'est pas le propre de l'analyse évidemment existentielle du Dasein, mais aussi en multipliant des espèces de critiques, en faisant surgir du texte les difficultés auxquelles Heidegger s'est heurté et auxquelles, d'une certaine manière, il s'est condamné. Vous vous souvenez que dans les deux précédentes leçons, j'avais commenté la formule que l'on trouve au paragraphe 23. Il y a dans le Dasein une tendance à la proximité. Je voudrais faire résonner aujourd'hui cette formule, tout à fait étonnante, avec une formule que vous trouvez au paragraphe 25, qui est « Le Dasein est essentiellement être avec ». C'est comme si Heidegger avait tracé pour nous le chemin qui mène du couple être loin, être près, qui sont des déterminations spatiales du Dasein, qui indiquent la spatialité propre du Dasein, la tendance à la proximité, la tendance au déséloignement, comme nous l'avions vu, et l'être avec. Quel lien pouvons-nous aujourd'hui construire entre cette double détermination de la proximité comme être loin, être près, comme déséloignement et comme rapprochement, comme approximation, pourrait-on dire, avec l'être avec. Il va de soi, ce point est entendu, que nous ne sommes aujourd'hui aussi attentifs à ces questions, nous sommes aujourd'hui attentifs à ces questions, attentives et attentives, parce que précisément, nous sommes dans une situation où l'être avec implique une forme de distance nouvelle, qui est celle précisément qui nous sépare aujourd'hui, alors même que je vous parle de loin et que vous m'écoutez de loin. Alors je voudrais revenir pendant quelques minutes sur l'architecture générale du cours, essayer de comprendre comment on est passé d'être loin à être près, et comment on va passer d'être loin à être près à être avec, pour me consacrer à cette question plus spécifique, celle, si j'ose dire, de la communauté, de la proximité de mon prochain, précisément. Vous pouvez vous appuyer, pendant que vous m'écoutez, sur les deux documents que j'ai envoyés à François Nida et à son équipe, que je remercie encore de leur accueil et de leur disponibilité. D'une part, le plan du cours, dans lequel vous trouvez le détail de mon argumentation, et par ailleurs, les paragraphes qui constituent le chapitre 4 d'Être étant, de la première section, de la première partie de Sein und Sein. Je reviens donc sur le plan du cours, car je ne sais si les unes et les autres vous étiez précédemment en ma compagnie, en ma distante compagnie, et donc je tiens à ce que vous n'ayez pas l'impression de prendre le train en marche, ou du moins de le prendre en ayant conscience des gares que nous avons traversées jusqu'à celle qui nous mène aujourd'hui au paragraphe 25 d'Être étant. Nous étions donc partis de la prémisse suivante. Il y a un lien d'essence entre la question « Où en sommes-nous ?», c'est-à-dire comment déterminer notre être au monde aujourd'hui, et « Où sommes-nous ?»
De fait, nous l'avions dit, nous l'avions souligné, une construction de la question de la situation implique une philosophie de l'espace, ou du moins une philosophie de la spatialité. Le but de ces 3 cours étant de montrer que cette philosophie de la spatialité implique une pensée de l'espace qui ne réduit pas l'espace vécu, l'espace thymique, comme nous l'avions dit avec le psychiatre Ludwig Binswanger, à l'espace de la géométrie. Cela va de soi. Nous sommes, vous et moi, aujourd'hui, dans un rapport de proximité et distance qui n'a rien à voir avec la détermination géométrique de l'espace. En écoutant ma voix, et encore plus en écoutant la voix de l'aimé ou de l'ami ou de l'enfant ou du parent, eh bien, cette voix, fût-elle séparée de vous par des dizaines, des centaines ou même peut-être des milliers de kilomètres, eh bien, cette voix vous est plus proche que, par exemple, les lunettes que je porte sur le bout de mon nez et qui, précisément, ne sont pas près de moi, alors que spatialement, elles me sont contiguës. Elles dessinent, elles sont avec moi dans un rapport de contiguïté. Alors, nous avions donc construit en prémisse cette remarque qui dit bien que le terme de situation, ce terme qu'aime tant le philosophe Jean-Paul Sartre, mais qu'aimait aussi le philosophe Walter Benjamin et qu'aime aussi Heidegger, le terme de situation, ou le terme de circonstance, si vous voulez, eh bien, ce terme qui indique un rapport à l'actualité, quelle est notre situation, quelles sont les circonstances dans lesquelles nous parlons, nous pensons, nous vivons, nous aimons, eh bien, ces termes-là impliquent une réflexion sur la spatialité. Cette réflexion sur la spatialité, avions-nous dit en deuxième instance d'introduction, eh bien, elle est fort bien déterminée par Jean-Jacques Rousseau lorsqu'il explique, dans un paragraphe que nous avions commenté lors de la première séance, un paragraphe de l'essai sur l'origine des langues, que notre rapport à l'espace est un rapport qui implique notre rapport à la parole. Et vous verrez aujourd'hui que ce point est fortement souligné par Heidegger dans un paragraphe tout à fait extraordinaire d'Être étant, un paragraphe consacré à la proximité, au même plus au lien d'essence qui articule les pronoms de l'interlocution, je, tu, il, et les adverbes de lieu. J'y reviens dans un instant. La troisième prémisse consiste donc à redire la manière dont je veux construire ce triptyque, être loin, être prêt, être avec, dans un commentaire proche, contre, pourrait-on dire, Heidegger, contre au double sens de tout contre, tout près, mais en même temps contre, en un sens polémique, puisque, et cela va se révéler de manière plus explicite encore aujourd'hui, la construction de l'être avec au paragraphe 25 d'Être étant ouvre le dossier des difficultés dans lesquelles Heidegger s'est précipité et a précipité sa pensée, puisque vous allez le voir, il essaie de donner à l'être avec une détermination philosophique particulière, mais d'une certaine manière, cette détermination, il ne la complète qu'au paragraphe 74 et 75 d'Être étant, c'est-à-dire à la toute fin de son propos, au moment où il considère que le véritable être avec est celui qui transforme le Dasein en destin et en destin collectif. Vous voyez à quoi je fais ici allusion. S'il est un lieu théorique dans la philosophie de Martin Heidegger, ou la compromission de sa pensée avec ce que le nazisme aura de plus scandaleux et vif, s'il y a un lien vif entre sa pensée et le nazisme, c'est sans doute ce lien qui est ouvert au paragraphe 74 et 75 d'Être étant, qui sont la réponse à une question laissée ouverte au paragraphe 24-25, c'est-à-dire au paragraphe qui concerne l'être avec. Nous avions, dans un premier temps, essayé de construire cette détermination de l'être loin et de l'être près par une réflexion sur
le rapport entre les pronoms de l'interlocution, je, tu, il, et les pronoms de l'interlocution, pardon, je et tu, et de la délocution, il, lui, les rapports de ces pronoms, donc, avec la spatialité. Nous avions, pour cela, entrepris une espèce de long périple grammatico-philosophique, qui n'est pas un périple dans une grammaire générale, mais dans une grammaire des langues, c'est-à-dire la question donc des relations entre les pronoms et les indexicaux, qui nous avait mené, à partir de Benveniste, à construire une réflexion, je dirais, phénoménologique, c'est-à-dire à la fois sur les phénomènes de la spatialité de la parole et de la logie, c'est-à-dire de la parole, et notamment la notion d'instance de parole. Nous avions pour cela considéré les thèses du philosophe Henri Maldinet, puis nous avions essayé de comprendre comment, pour ainsi dire, Maldinet donne raison à Benveniste contre Hegel. C'est à partir de là que dans un deuxième temps de ce premier cours, nous nous étions tournés vers la lecture des paragraphes 22 à 24 des traitants, c'est-à-dire ce que l'on peut appeler, à partir du très beau livre et du très beau titre de Didier Franck, Heidegger et le problème de l'espace. Il nous avait fallu, pour cela, vous vous en souvenez sans doute, reparcourir l'ensemble de la démarche de Heidegger, essayer de comprendre comment, chez ce philosophe, la détermination du qui nous sommes va de pair avec la détermination de où nous sommes. C'est ce terme tout à fait étrange de Dasein, l'être là, a-t-on traduit en français, l'être là, qui est la manière dont Heidegger conçoit ce que vous appelleriez peut-être de manière moins technique le sujet, l'homme, l'être humain, cet étant exemplaire, dit aussi Heidegger, qu'est le Dasein, et ce qui le rend exemplaire, ce n'est pas simplement que dans son être, il y va de son être, pour citer Heidegger, à la différence donc d'autres étangs, pour lesquels le rapport à l'être est un rapport plus éloigné ou tout simplement absent. Non, chez Heidegger, la détermination du Dasein n'est pas simplement celle de cette priorité de la question de l'être dans l'être qui se rapporte à lui-même, c'est aussi, et j'y insiste, la question de sa spatialité propre. Puisque dans Dasein, il faut bien entendre da, c'est-à-dire là. Le Dasein, c'est l'être dans lequel il y va de son être, là où il est. Et c'est bien évidemment à cette question du là où il est que je m'étais consacré dans cette première séance, c'est-à-dire être loin, puisque là où il est, c'est d'abord qu'il est dans un monde distinct de ce monde auquel il est. Et c'est cet être-là, si vous voulez, cet être au monde qui implique une réflexion centrale et, me semble-t-il, séminale pour la philosophie du XXe siècle, puisqu'on en retrouve des échos, évidemment, chez les premiers lecteurs d'Heidegger, à savoir des philosophes comme Lévinas ou Gadamer, ou Ingarden, et plus loin, dans la phénoménologie française, dans la deuxième génération, celle d'un Jean-Luc Marion, celle d'un Jacques Derrida, celle d'un aussi, je pensais à Jean-Louis Chrétien, et puis plus près de nous, des philosophes comme Claude Romain. Cette deuxième partie que nous avions consacrée à l'analyse donc de l'être loin, elle reposait, pardonnez-moi, sur une réflexion consacrée à la manière donc, dont le Dasein est un Dasein qui, nous dit Heidegger, rapproche. C'est donc sur fond de séparation, sur fond de distance avec les objets qui nous entourent, avec les êtres qui sont dans le monde que nous partageons avec eux. C'est donc sur le fond d'un être loin que nous avons tendance à déséloigner. Le déséloignement, l'Entfernung, que Emmanuel Martineau traduit de manière un peu complexe et un peu trop dense par « et », trait d'union, éloignement, le déséloignement, c'est notre tendance première. Et il est clair que le truchement par lequel je vous parle et par lequel vous m'écoutez, ce truchement est un truchement de déséloignement. On pourrait instruire tout un autre dossier de l'analyse de la technique à partir précisément
de cette réflexion de Heidegger sur le déséloignement. Ce n'est pas du tout le sens dans lequel Heidegger comprend la technique, mais nous pourrions, avec ces instruments même conceptuels, cette notion de déséloignement, eh bien, comprendre la technique comme ce qui nous déséloigne du monde, ce qui nous permet de l'approcher. Après tout, qu'est-ce que la technique? Ici, la visioconférence à travers nos écrans, mais aussi le stylo, et pour prendre des exemples heideggeriens un peu plus campagnards, comme la pioche, la bêche, le marteau, etc., eh bien, ces instruments, qu'est-ce qu'ils font? Ils déséloignent le monde, c'est-à-dire ils nous permettent de travailler avec lui, de travailler à lui, de travailler en lui. Cette structure de la spatialité du Dasein, nous l'avions donc étudiée à partir de la lecture du paragraphe 23 d'être étant, paragraphe que nous avions voulu faire résonner avec la lecture des magnifiques lettres du Valais de Saint-Preux dans Julie ou la Nouvelle Héloïse, parce que, vous vous en souviendrez peut-être, Saint-Preux, il dit quelque chose qui en dit long sur notre spatialité déséloignante. Dans la lettre 23, j'en cite juste un extrait que j'avais déjà lu, Saint-Preux nous explique comment son rapport à l'espace est modifié par son humeur. Nous le savons toutes et tous, la route qui nous mène au travail nous paraît tantôt plutôt courte, tantôt plutôt longue que celle qui nous en éloigne. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de comprendre que de la même manière que notre cœur, n'était le cœur, dit le magnifique poème de Michel de Guy dans un recueil auquel ce poème donne son titre, n'était le cœur, eh bien, l'espace nous paraîtrait sans doute plus long ou plus court. Évidemment, comme le temps. Mais nous avons plus l'habitude de penser la coloration thymique de la temporalité, c'est-à-dire la manière dont le temps nous paraît plus ou moins court ou plus ou moins long en fonction de nos états d'âme, que nous le faisons à propos de l'espace. Et c'est bien cela que Saint-Preux nous permet de penser dans la lettre 23, que je me permets donc de relire. Tandis que je parcourais avec extase ces lieux si peu connus et si dignes d'être admirés, il est en Valais, que faisiez-vous cependant, ma Julie? Étiez-vous oublié de votre amie? Julie, oubliée, ne m'oublierais-je pas plutôt moi-même, et que pourrais-je un moment, seul moi qui ne suis plus rien que par vous? Je n'ai jamais mieux remarqué avec quel instinct je place en divers lieux notre existence commune selon l'état de mon âme. Cette formule, avec quel instinct je place en divers lieux notre existence commune selon l'état de mon âme, cette formule relie évidemment le rapport être loin, être près, je place en divers lieux selon l'état de mon âme, et être avec notre existence commune. Et c'est là que Saint-Preux fait remarquer, quand je suis triste, elle se réfugie auprès de la vôtre, c'est-à-dire que quand je suis triste, mon âme raccourcit la distance spatiale qui me sépare de vous en me projetant dans votre spatialité propre, c'est la problématique de l'intime, si vous voulez, et cherche des consolations au lieu où vous êtes. Donc vous voyez bien que l'espace du cœur est premier, et il n'a rien à voir avec l'espace des géomètres ou des GPS ou des truchements techniques qui nous permettent justement de nous repérer dans l'espace. Non, mon espace, il est déterminé, mon rapport à l'éloignement et à la proximité est déterminé évidemment par mon cœur qui me rapproche de vous. Quand j'ai du plaisir, je n'en saurais jouir seul, et pour le partager avec vous, je vous appelle alors où je suis. Mouvement inverse, mouvement aussi de rapprochement, de déséloignement, mais ce mouvement de déséloignement, il ne va plus, comme dans la tristesse, de Saint-Preux vers Julie qui se projetait là où il est et là où il n'est pas. Ce nouveau mouvement, il fait le trajet inverse, le retour, si vous voulez, d'un aller-retour, il ramène Julie là où je suis. Voilà ce qui m'est arrivé durant toute cette course, sous la diversité des objets, me rappelant sans cesse en moi-même
je vous conduisais partout avec moi. Difficile, me semble-t-il, de trouver une meilleure description phénoménologique de la manière dont nous déséloignons les objets qui sont loin de nous, dont nous les rapprochons et dont nous assurons leur proximité sur fond, c'est ça qui est important, sur fond de séparation. Je vous rappelle qu'ensuite, nous avions essayé de donner corps à la deuxième détermination de la spatialité du Dasein selon Heidegger, puisque le Dasein n'est pas simplement rapprochant ou déséloignant, il est aussi orienté. Alors, ce point, j'avais dû passer vite et je ne vais pas le reprendre dans le détail, aussi essentiel soit-il. L'orientation du Dasein dans Ein und Zeit est un lieu décisif pour Heidegger puisqu'il lui permet d'ancrer la spatialisation dans la corporéité propre du Dasein. Je lis, la spatialisation du Dasein dans sa corporéité propre, phénomène qui implique une problématique que nous n'avons pas à traiter ici, et conjointement prédestinée selon ses directions. C'est cette formule étrange, en effet, qui implique une problématique que nous n'avons pas à traiter ici, qui a donné lieu à la discussion tout à fait importante de Didier Franck dans son livre célèbre Heidegger et le problème de l'espace. Oui, en effet, quelle occasion manquée, a-t-on envie de dire, quelle occasion manquée, puisque Heidegger était sur le bord de penser la corporéité propre du Dasein, c'est-à-dire d'une certaine manière son incarnation, la manière dont il habite son corps et dans la manière dont cet habitat du corps lui permet d'habiter l'espace qui l'entoure et qu'il dispose et distribue en fonction de ses orientations. Quelle occasion manquée, puisqu'Heidegger, au moment même où il touche cette question, nous dit « Eh bien, je n'ai pas à la traiter ici ». Il me semble donc, et c'était un de ces nouages que j'évoquais dans l'introduction, qu'on pourrait partir de cette occasion manquée pour réfléchir à partir d'Heidegger à toutes celles et tous ceux qui ont essayé au cours du XXe siècle et au début du XXIe siècle de penser la spatialisation du Dasein à partir de son incarnation. Je souligne ici que pour Heidegger, ce paragraphe est davantage l'occasion de marquer sa distance à l'égard de Kant, puisque Kant est l'auteur d'un très important texte qui s'appelle « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?», qui est un texte dans lequel, d'une certaine manière, Kant explique que la question de la situation, celle que j'évoquais en introduction, est non seulement une question phénoménologique de spatialité, Kant aurait dit sans doute esthétique, c'est-à-dire au sens de l'esthétisme, mais une occasion évidemment de réfléchir sur l'orientation de sa propre philosophie, sur des questions qui sont celles des relations entre métaphysique et religion. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'au XXe siècle, ce paragraphe a ouvert une brèche dans laquelle se sont engouffrés pour discuter Heidegger de nombreux phénoménologues. Je fais allusion ici évidemment à plusieurs phénoménologies du corps propre, et je crois qu'il est tout à fait évident pour les unes et les autres, pour vous qui m'écoutez, que c'est ici que devrait se situer une analytique, une analyse, un développement plus précis sur la phénoménologie du corps propre de Maurice Merleau-Ponty, et notamment sur ses réflexions magnifiques sur le corps dans l'espace, qui ouvre la phénoménologie de la perception. Donc vous voyez, on peut très bien lire Heidegger comme une espèce de fil conducteur à partir duquel s'étoile un certain nombre de difficultés. Ce n'est pas tant, cependant, vers la spatialité telle que Merleau-Ponty la pense dans le premier livre de la phénoménologie de la perception que je m'étais orienté avec vous, que vers une autre réflexion qui est celle du problème de l'espace en psychopathologie. J'avais en effet essayé de commenter avec vous la très belle conférence de Ludwig Binswanger, le psychiatre qui s'est inspiré de la Dasein-analyse, dans son texte « Le problème de l'espace en psychopathologie », qui est un texte de 1932, dans lequel, de manière tout à fait
profonde, me semble-t-il. Binswanger, qui n'est pas, on peut le dire, un commentateur précis de Heidegger, c'est plutôt quelqu'un qui, pour son propre compte, s'inspire d'Heidegger, eh bien, la manière dont Binswanger développe la notion d'espace thymique. Thumos, le cœur, la manière dont le cœur, pensé à Saint-Preux, détermine notre rapport à l'espace. Je cite une belle phrase du problème de l'espace en psychopathologie, texte donc de 1932 qui a été traduit et présenté d'excellente manière par Caroline Gros à Zorin. Je le cite: à la forme du vécu du véritable amour est inhérent un principe de création, d'élargissement, d'approfondissement et surtout de remplissement de l'espace. Mais en même temps aussi un principe de surmontement de l'espace, d'unification de l'espace. Le cœur élargit, approfondit, remplit, surmonte l'espace. Il l'unifie. Le cœur de l'amour. Et nous avions voulu trouver dans le merveilleux Balcon de Baudelaire une illustration de cette thèse de l'espace thymique de Binswanger. Je vous rappelle quelques strophes de ce merveilleux poème. Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses, ô toi tous mes plaisirs, ô toi tous mes devoirs. Tu te rappelleras la beauté des caresses, la douceur du foyer et le charme des soirs. Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses. La première strophe, comme vous le voyez, indique plutôt un contexte qui est marqué temporellement. Tu te rappelleras la douceur du foyer et le charme des soirs, c'est-à-dire tu te rappelleras des moments. Cette indication est poursuivie dans la deuxième strophe. Les soirs illuminés par l'ardeur du charbon et les soirs au balcon, voilés de vapeur rose, que ton sein m'était doux et que ton cœur m'était bon. Nous avons dit souvent d'impérissables choses, les soirs illuminés par l'ardeur du charbon. Ici, dans cette deuxième strophe, la détermination de l'espace et du temps échangent, pour ainsi dire, leur valeur. Oui, les soirs au balcon, évidemment, c'est une indication temporelle. Tu te rappelleras ces soirs où nous étions l'un et l'autre, l'un contre l'autre, l'un avec l'autre, justement, au balcon. Et cet espace du balcon, donc d'une certaine manière, l'extérieur de l'intérieur, mais aussi l'intérieur de l'extérieur, puisque c'est là où le ciel communique avec le foyer, eh bien, ces soirs au balcon, évidemment, ils impliquent une spatialité particulière. Et cette spatialité, c'est celle de la proximité, c'est celle de l'intimité, c'est celle de la douceur du sein, entendue moins peut-être de manière érotique que de manière, je dirais, fraternelle. L'illumination des soirs par l'ardeur du charbon implique une étrange théorie de la lumière, c'est-à-dire il faut être attentif au préfixe illuminé, dans illuminé, donc la lumière qui pénètre par l'ardeur du charbon dans la soirée. Et la troisième strophe va définir donc la spatialité thymique de ce poème. Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées, que l'espace est profond, que le cœur est puissant. Alors vous vous souvenez peut-être que dans la conférence de 32, Binswanger cite des vers magnifiques d'Hölderlin, de Goethe, pardon, il cite aussi Hölderlin, mais ce sont des vers de Goethe, pour illustrer ce qu'il appelle l'espace thymique. Je crois que pour un lecteur français ou une lectrice française, le vers de Baudelaire, que l'espace est profond, que le cœur est puissant, est la plus belle illustration de ce qu'on peut appeler l'espace thymique selon Binswanger, c'est-à-dire un espace qui est tout entier déterminé par la puissance du cœur. C'est parce que le cœur est puissant que l'espace est profond. Je vous laisse relire la quatrième strophe qui définit justement une spatialité qui est celle de l'intimité. On a l'impression que la nuit dessine autour des amants une espèce de protection. Verlaine dira dans un autre poème, l'armure adamantine, c'est l'armure de la soirée. Et là, vraiment, les déterminations de l'espace thymique sont absolument merveilleuses. La nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison, mes yeux dans le noir devinaient tes prudelles, et je buvais ton souffle, aux douceurs, au poison, et tes pieds s'endormaient dans mes mains fraternelles. Donc une intimité qui est celle vraiment du corps.
La tresse du lointain et du proche, nous avions voulu l'étudier, je l'avais à peine évoqué, hein, je ne peux faire davantage aujourd'hui, à partir donc d'une réflexion sur ce que Denis de Rougemont, dans un texte célèbre consacré à l'amour et l'Occident, texte qui date de 1939, avait conçu comme un modèle, un schéma, qui est celui de l'amour de loin. Car de fait, ce qui caractérise l'amour dans cette tradition, nous dit Denis de Rougemont, c'est que la distance est sa marque de fabrique. Je relis cette formule que je trouve dans un essai postérieur à L'amour et l'Occident, mais dans lequel Denis de Rougemont revient sur son volume. La passion, écrivait Denis de Rougemont, est cette forme de l'amour qui refuse l'immédiat, fuit le prochain, veut la distance et l'invente au besoin pour mieux se ressentir et s'exalter. Donc, l'amour-passion, nous dit Denis de Rougemont, c'est l'amour qui fait de la distance la condition de possibilité du rapprochement. Et donc, ce fil, hein, du près et du loin, dans l'amour-passion, j'avais voulu le filer, hein, le suivre, si vous me permettez la formule, hein, à travers d'abord la définition de l'amour de loin dans l'amour courtois, hein, c'est les deux poèmes de Geoffrey Rudel que vous trouvez dans votre exemplier. Ces poèmes sont des poèmes d'éloignement. Quand les jours sont longs en mai, il me plaît le doux chant des oiseaux lointains, et quand je m'éloigne de là, je me souviens d'un amour lointain, d'un amour de loin. Je vais alors incliné et courbé de désir, si bien que ni les champs ni les fleurs d'aubépine ne me plaisent pas plus que l'hiver gelé. Donc cet amour de loin, c'est un amour qui est éprouvé comme un amour à distance, un amour de l'éloignement, mais c'est aussi un amour qui met cette distance comme condition du chant et de la parole rapprochante, de la parole, si j'ose dire, d'approximation. On peut dire, d'une certaine manière, que le motif même qui gouverne l'écriture de Tristan et Iseult, qui est un extraordinaire texte du XIIe siècle, qui connaîtra, vous le savez, jusqu'à Wagner, mais aussi jusqu'à de nombreuses reprises contemporaines, une fortune extraordinaire. Le motif qui gouverne Tristan et Iseult, c'est celui d'un jeu cruel entre le proche et le lointain. Et on peut dire, et c'était la troisième instance littéraire que j'avais essayé de suivre avec vous, que ce qu'on appelle le pétrarchisme, c'est-à-dire cet extraordinaire mouvement littéraire qui naît avec Pétrarque et qui consiste à lier trois questions, celle de la subjectivation, celle de l'amour de loin et celle de la forme du sonnet, eh bien le pétrarchisme est une nouvelle instantiation, si j'ose dire, du rapport entre proximité et distance. Et donc nous avions suivi, et c'est par là que nous avions conclu notre séance précédente, la manière dont le pétrarchisme se prolonge de roman en roman jusqu'à Proust, à travers notamment Julie ou la Nouvelle Héloïse, la paternité du pétrarchisme de Rousseau est revendiquée dans l'exergue même du roman, jusqu'à Albertine disparue. Et j'avais indiqué dans vos notes le superbe début d'Albertine disparue. Mademoiselle Albertine est partie, comme la souffrance va plus loin en psychologie que la psychologie. Et Proust fait de ce départ d'Albertine l'occasion d'une réflexion absolument bouleversante sur le rapport entre la perte et la distance. Cette perte et cette distance, elle aboutissait, c'était la conclusion de la séance précédente, à une réflexion sur la téléphonie, puisque d'une certaine manière, la téléphonie, celle qui nous caractérise maintenant, voyez-vous, eh bien, c'est l'expérience du rapprochement des distances par la voix. On peut suivre, me semble-t-il, ce motif depuis pratiquement l'origine des chants poétiques. Je pense ici évidemment à Orphée et Eurydice. Orphée essayant de récupérer Eurydice
par la voix, de la rendre plus proche, et la perdant par le toucher. Eh bien, ce fil de la voix qui rassure et rapproche et du toucher qui éloigne, eh bien, ce fil, on peut le suivre, me semble-t-il, hein, jusqu'à des réflexions plus contemporaines sur le téléphone portable, par exemple, hein, et tous ces truchements techniques qui rapprochent la voix en séparant les corps, ou qui rapprochent les voix sur fond de séparation des corps. Alors, je voudrais aujourd'hui me consacrer, pour finir ce cycle, à la troisième formule que j'avais annoncée, c'est-à-dire être avec. Et je partirai pour cela d'une forte formule de Heidegger, donc, dans Être étant, à la page 120 de l'édition originelle, le Dasein est essentiellement être avec. On peut dire, si vous voulez, que l'objectif de ces trois cours était de comprendre comment relier ces deux formules. Le Dasein a une tendance à la proximité et le Dasein est essentiellement être avec. Nous sommes entrés, avec cette question, dans le 4e chapitre d'Être étant, le 3e chapitre étant consacré à la mondanéité et à la spatialité, et le 4e chapitre à l'être avec. Ce 4e chapitre, vous pouvez suivre désormais à la fois sur le plan, puisque je suis rigoureusement le plan qui vous a été distribué, et le document dans lequel j'ai recopié le chapitre 4 d'Être étant. Ce 4e chapitre se distribue en 3 paragraphes. Paragraphe 25, la question qui, paragraphe 26, l'être avec, et paragraphe 27, le on. Comme la question du on a été déjà traitée par ailleurs, hein, je vais me consacrer aujourd'hui, pour l'essentiel, au paragraphe 26, l'être avec. Heidegger commence donc le paragraphe 25 par une réflexion sur le qui du Dasein. C'est une question tout à fait capitale, décisive, puisque après avoir précisé d'une certaine manière quel était le Da du Dasein, c'est-à-dire quel était le monde auquel il est, plus que dans lequel il est, Heidegger veut maintenant réfléchir sur ce qu'il en est du Dasein en lui-même, pour lui-même, et non plus dans sa tension vers le monde. Heidegger soutient, ce point est bien entendu, que le Dasein est à chaque fois mien. Il y a une espèce d'évidence ontique de ce qu'on peut appeler la Jemannlichkeit, de ce qu'Heidegger appelle la Jemannlichkeit, c'est-à-dire que le Dasein est insubstituable, il est toujours à chaque fois mien. Cela dit, une fois qu'on a déterminé le Dasein par le fait qu'il est à chaque fois mien, on n'a absolument rien dit de qui il est. Et c'est pour ça que Heidegger pose la question, je le cite, qui le Dasein dans la quotidienneté est-il donc? Toutes les structures d'être du Dasein, donc également le phénomène qui répond à cette question qui, sont des guises de son être, leur caractère ontologique est existentiel, par suite, il est besoin de poser convenablement la question et de prétracer le chemin par lequel puisse être pris en vue un domaine phénoménal plus vaste de la quotidienneté du Dasein. Ces recherches, dans la direction du phénomène susceptible de répondre à la question du qui, conduisent à des structures du Dasein qui sont co-originaires de l'être au monde, l'être avec et l'être là avec. Heidegger va essayer donc de déterminer d'abord le Dasein, la question, si vous voulez, de répondre à la question du qui, par une réponse tout à fait paradoxale. Le Dasein, ce n'est pas d'abord celui qui va dire « je suis », le Dasein que je suis, il est d'abord déterminé par le fait qu'il est
co-substantiellement, co-originairement, un être là, qui se distribue donc selon le proche et le lointain et l'orientation, et un être avec. Pour aborder cette question, Heidegger doit d'abord récuser, et c'est l'objet négatif, peut-on dire, du paragraphe 25, ce qu'il appelle la tentation d'une philosophie réflexive. En effet, la philosophie réflexive, qui va chercher donc dans l'intériorité du Dasein la réponse à la question qui est le Dasein, eh bien, cette philosophie réflexive, elle nous prive d'un véritable accès à deux questions fondamentales. Qu'en est-il du rapport du Dasein au monde et qu'en est-il du Dasein aux autres? L'articulation du chapitre 3 et du chapitre 4 des traitants vise à montrer que la seule réponse possible à la question du qui du Dasein réside dans l'articulation d'une réflexion sur la spatialité et d'une réflexion sur l'être avec. Une réflexion sur le rapport de l'être près et de l'être loin et sur l'être avec. Et c'est pourquoi je voudrais maintenant lire très attentivement avec vous le paragraphe 26, qui est un paragraphe composé de 25 alinéas, dont je vous ai donné le plan dans votre exemple. Première partie de ce paragraphe 26, le Dasein comme être avec, c'est-à-dire les alinéas 1 à 3. Heidegger commence en effet par rappeler son point de départ, l'être au monde quotidien du Dasein. Or, être au monde, rappelez-vous la leçon précédente, c'est être environné d'outils qui sont à portée de la main. Ces outils ne renvoient pas seulement à eux-mêmes, mais bel et bien à un monde d'autres qui ont fait ces outils, les possèdent, y recourent. C'est-à-dire que la manière dont Heidegger avait d'abord envisagé l'être au monde, vous vous en souvenez, c'était comme un réseau d'usages. J'ai un rapport avec mon ordinateur, mes lunettes, ma veste, mon stylo, une voiture, un monde d'outils qui ne sont pas des objets ou des choses posées dans l'espace, mais qui sont des structures de renvoi dans lesquelles je m'inscris et dans lesquelles, justement, je vais vers ces outils. Simplement, dit Heidegger, eh bien, il se trouve que ces outils qui sont là, à portée de la main, sous la main, eh bien, ces outils, dit Heidegger, ils impliquent les autres. Ces outils, ils ne sont pas là par eux-mêmes, ils s'inscrivent justement dans une relation, non pas simplement au monde, mais aux autres. Je cite Heidegger. Ces autres qui nous font ainsi en contre, qui viennent à nous, dirait-on, dans le contexte d'outils à la portée de la main, intérieurs au monde ambiant, ne sont point, par exemple, ajoutés par la pensée à une chose de prime abord sans plus sous la main, mais ces choses font en contre à partir du monde où elles sont à portée de la main pour les autres, lequel monde d'emblée est toujours aussi déjà le mien. La question est donc bien de savoir comment les autres sont avec moi, comment les autres font en contre dans le monde, comment ils me sont donnés. Jusqu'à maintenant, nous avions vu dans les traitants se distinguer deux modalités de l'étang intramondain, l'être sous la main et l'être à portée de la main, toutes deux distinctes, vous vous en souvenez, du Dasein qui n'est pas dans le monde, mais au monde. La manière dont un stylo ou une paire de lunettes sont dans le monde, évidemment, n'est pas la même, n'est pas analogue qu'à la manière dont moi je suis au monde. Les objets intramondains sont dans le monde, au sens où ils y sont posés, alors que nous, nous sommes au monde, c'est-à-dire que nous entretenons avec le monde dans lequel nous nous trouvons une relation telle que nous ne sommes pas dans le monde, mais nous sommes avec lui, d'une certaine manière. Alors, comment penser par rapport à ce qui semble être une dichotomie à deux termes, un partage à deux termes, d'un côté les états intramondains dans le monde et le Dasein comme au monde, comment penser la présence des autres avec lesquels je suis.
Quand se pose la question du mode d'être des autres dans le monde qui m'entoure, on voit percer, dit Heidegger, une nouvelle modalité d'être. En effet, cet étant, donc l'autre, toi, elle, lui, vous, cet étant n'est ni sous la main, ni à portée de la main, donc il n'est pas comme un outil ou comme une abstraction d'outils par rapport à laquelle je penserai à la question des choses, mais comme est le Dasein même qui le libère. Lui aussi, l'autre avec qui je suis, est là, et il est là avec. Entendons que l'autre est un Dasein. Il est là comme moi, et il est là avec moi, comme moi je suis avec lui. Avant de préciser le mode d'être des autres, Heidegger veut donc préciser, dans le troisième alinéa de cette première partie du chapitre du paragraphe 26, la manière dont nous sont donnés les autres. Or, loin de toute tentation solipsiste, qui consisterait donc à dériver l'autre de moi. Tentation que on pourrait dire dans laquelle sombre la pensée de Husserl, lorsqu'il pense autrui comme une dérivation par appariement, dit-il, à partir d'un point de vue qui est toujours égocentré. Heidegger, lui, non, considère que il faut poser que la donnée initiale, ce n'est ni moi ni les autres, mais le fait d'être les uns avec les autres. Miteinander sein. Voilà le point de départ. Il n'y a pas une manière de penser dans laquelle je serai là par rapport à d'autres, ni même une manière de penser dans laquelle les autres seraient là et puis je serais dérivé. Non, il faut penser l'avec. Et penser l'avec, c'est penser l'avec comme premier par rapport au terme qu'il conjoint. Donc, miteinander sein, dans un monde partagé, telle est la donnée initiale. Voilà qui implique une petite précision lexicale sur laquelle vous me permettrez de m'arrêter un instant. Être là, donc Dasein, est toujours, nous dit Heidegger, donc un être avec. Et je ne dirais même pas un être avec les autres, car cela va de soi, je dirais un être avec, c'est bien le Mitsein. Quant au mode d'être de ces autres que je rencontre, Heidegger le nomme, en combinant donc Dasein, être là, et Mitsein, être avec, Heidegger le nomme Mitdasein, être là avec. On peut dire, si vous voulez, que cette série de trois cours, être loin, être proche, être avec, aura eu comme finalité première de comprendre ce terme, Mitdasein. Ainsi, le Dasein est tout autant da que mit, l'être avec est un existentiel. Le Mitdasein implique donc ce que les autres sont pour moi, et le monde que nous partageons, Heidegger le nomme Mitzwelt. Dans la deuxième partie de ce paragraphe 26, Heidegger aborde donc la donation des autres comme Mitdasein, l'être là avec, à partir du monde ambiant. Heidegger insiste, le Dasein ne peut se rencontrer le mien comme celui des autres qu'à partir du monde, à même le monde. Il va ouvrir ici une réflexion qui vous semblera peut-être une parenthèse et que d'ailleurs les commentateurs ont tendance à traiter comme telle, mais qui me semble absolument décisive dans une perspective qui est la mienne et qui repose, vous le savez peut-être, certaines et certains qui ont suivi d'autres cours dans ce cadre des cours de méthodologie, de philosophie méthodique et populaire, qui est celui des transactions pronominales. En effet, Heidegger va commenter ici une remarque de Humboldt selon laquelle les pronoms personnels dans certaines langues sont rendus par des adverbes de lieu. Je lis donc cet alinéa 4. Humboldt a attiré l'attention sur les langues qui expriment le je par ici, le tu par là
et le il par là-bas, c'est-à-dire en termes grammaticaux qui restituent, c'est Heidegger qui parle, les pronoms personnels par des adverbes de lieu. Heidegger s'arrête. La signification originelle des expressions de lieu est-elle adverbiale ou pronominale? La question est controversée. Néanmoins, la querelle perd tout fondement dès l'instant qu'on observe que les adverbes de lieu ont rapport au moi en tant que Dasein. L'ici, le là, le là-bas ne sont pas primairement les déterminations locales de l'état intramondain sous la main des emplacements spatiaux, mais des caractères de la spatialité originaire du Dasein. Les prétendus adverbes de lieu sont des déterminations du Dasein. Leur signification primaire n'est pas catégoriale, mais existentielle. Du reste, ils ne sont pas non plus des pronoms. Leur signification est antérieure à la différence entre adverbe de lieu et pronom personnel, mais la signification proprement spatiale qu'ont ces expressions par rapport au Dasein atteste que l'interprétation du Dasein, encore indemne de toute dérivation théorique, aperçoit immédiatement celui-ci dans son être spatial, c'est-à-dire éloignant, orientant, paragraphe 22 à 25, auprès du monde de la préoccupation. Dans le ici, le Dasein identifié à son monde ne s'adresse pas à soi, dit Heidegger, il ne s'adresse pas à soi, mais se détourne de soi vers le là-bas, d'un étang à portée de la main, pour la circonspection, sans se laisser pourtant viser dans la spatialité existentielle. Ces remarques, je le redis, ne sont pas des parenthèses. Elles relient de manière essentielle le Dasein, ses pronoms, à la question de la spatialité. On peut dire que ce sont ces pronoms qui sont à la base ce paragraphe qui se trouve à la base du remarquable ouvrage d'Henri Maldiné que j'ai déjà évoqué ici, Un regard, parole, espace. C'est dire donc que je ne comprends l'autre, chez Heidegger, qu'à partir du monde et de l'être au monde. Je ne rencontre pas l'autre hors du monde. Il est là plutôt qui m'ouvre un monde, qui s'ouvre dans le monde qu'il ouvre. Par exemple, je ne rencontre pas plus l'autre hors de ce monde qu'un monde hors de son usage et de son ambiance. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne rencontre pas un outil, vous vous souvenez qu'Heidegger est partie de ces analyses-là, je ne rencontre pas un outil comme un objet posé dans l'espace, je le rencontre comme une structure de renvoi, c'est-à-dire je le rencontre dans l'usage que j'en fais. Le stylo auquel j'ai recours, le clavier auquel j'ai recours, la voiture à laquelle j'ai recours, ne m'apparaissent pas comme des objets posés devant moi, mais au contraire comme des systèmes d'interaction dans lesquels je m'inscris. Eh bien, c'est la même chose. Je ne rencontre pas l'autre hors de son monde. L'autre, c'est X, Y ou Z, qui a des déterminations précises, A, B ou C, c'est-à-dire des déterminations sentimentales, des déterminations physiques, des déterminations professionnelles, des déterminations sociologiques. Ce point est essentiel parce que, tout comme il faut, selon Heidegger, une modification de la portée de la main de l'outil pour que soit libéré son sous la main, de la même manière, il faut une modification du mythe Dasein pour que l'autre m'apparaisse comme tel, hors préoccupation. Heidegger peut alors se consacrer au Mitsein comme existentiel. Il veut éviter que l'on puisse penser que le Dasein est d'abord lui-même avant de rencontrer des autres. Je lis ce texte que j'ai mis en exergue et qui me semble déterminant. L'énoncé phénoménologique, le Dasein est essentiellement être avec, a un sens ontologico-existentiel. Cet énoncé ne prétend pas constater ontiquement que je ne suis pas facticement seul sous la main, et qu'au contraire surviennent d'autres étangs de mon espèce. Si la proposition « l'être au monde du Dasein » est essentiellement constituée par l'être avec ce sens, l'être avec ne serait pas une détermination existentielle caractérisant le Dasein à partir de soi-même et selon son mode d'être, mais simplement une propriété s'imposant à chaque fois sur la base de la survenance d'autrui.
l'être avec détermine existentiellement le Dasein, même lorsqu'un autre n'est ni sous la main, ni perçu facticement. Comprenons bien. Dasein et Mitsein sont à la fois contemporains et indissociables. Certes, comme moi dans cette pièce actuellement, le Dasein peut être seul, mais il n'en reste pas moins essentiellement un être avec. Pour Heidegger, l'absence de l'autre est une modalité de sa présence. Pensez à ce que nous avons essayé de mettre en place à propos de la mort de loin. L'être seul est, nous dit Heidegger, un mode déficient de l'être avec. C'est-à-dire que la solitude, pensez à la solitude à la fois désirée et détestée par Rousseau, et à laquelle le regretté Bachko avait consacré un très beau livre, Solitude et communauté. La solitude, l'isolement, ce sont des modalités de l'être avec. Vous trouveriez d'ailleurs chez Spinoza des réflexions tout à fait analogues, puisque pour être ce qu'il doit être, nous dit Spinoza, le conatus a besoin d'autrui, c'est pour ça que, nous dit Spinoza, les hommes ont peur de la solitude. Ils ont peur de la solitude tout simplement parce que l'être avec est une détermination ontologico-existentielle qui fait que s'ils ne sont pas mythes, s'ils ne sont pas avec, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. La formule galvaudée, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, et non seulement galvaudée mais fausse, les autres vous manquent et le monde n'a plus de là, faudrait-il dire. D'autre part, l'être seul factice n'est pas supprimé par le simple fait qu'un deuxième d'exemplaires d'hommes, voire même 10, nous dit Heidegger, surviennent à côté de moi. Même si ceux-ci et plus encore sont sous la main, le Dasein peut être seul. On peut être seul à plusieurs, comme on peut être à plusieurs seuls, selon on peut dire l'empiètement, le croisement des trois modalités qui nous occupent, de l'être loin, de l'être près et de l'être avec. L'être avec et la facticité de l'être l'un avec l'autre ne se font donc pas dans une survenance de plusieurs sujets ensemble. Remarque tout à fait forte, l'avec n'est pas déterminé par l'ensemble. L'avec est une possibilité propre du Dasein, une possibilité, un signe du Dasein que remplit ou que ne remplit pas le fait d'être ensemble. C'est là que Heidegger va essayer de réfléchir au comportement du Dasein à l'égard de l'être avec, c'est-à-dire la réflexion sur la sollicitude, dit Fürsorge, que l'on trouve aux alinéas 9 à 15 de ce formidable paragraphe. Heidegger doit anticiper ici, et vous allez voir que c'est un des problèmes de cette quatrième partie de ce paragraphe, Heidegger va devoir anticiper ici sur une analyse qu'il ne donnera qu'au chapitre 6, en indiquant que l'être du Dasein se caractérise essentiellement comme souci, Sorge. C'est-à-dire que c'est dans la reprise de l'analytique du Dasein à partir de l'être pour la mort, à partir du Sorge, au chapitre 6, donc plus loin dans Ein und Zeit, que nous allons recevoir la véritable lumière sur ce paragraphe 26, dit Fürsorge. Ici, on peut dire que Heidegger crée la chaîne lexicale qui constitue le maillage conceptuel de la structure générale de Sein und Zeit. Souvenez-vous, c'est en tant que le Dasein se soucie du monde, qu'il est au monde, et qu'il s'occupe besorg, avec le même radical Sorge, des étangs intramondains disponibles. La manière dont je m'occupe des étangs intramondains disponibles, d'un stylo, d'une écharpe ou d'une paire de lunettes,
cette préoccupation ne saurait rendre compte évidemment du comportement du Dasein à l'égard des autres Dasein, et c'est pourquoi Heidegger va forger un autre terme qui marque son enracinement dans l'être au monde du Dasein, mais le différencie, c'est le terme donc dit Fürsorge, la sollicitude. Alors, récapitulons à partir de ce terme de Fürsorge, à partir de ce terme, pardon, de Sorge, de souci. On pourrait dire que Heidegger a anticipé sur la mode contemporaine un peu ridicule de « il n'y a pas de souci », alors avec Heidegger, il y a du souci au contraire. L'être du Dasein, donc, c'est un être qui est caractérisé par le souci. Ce souci commande son comportement à l'égard des étangs rencontrés dans le monde ambiant. Alors d'un côté, à l'égard des étangs dont le monde d'être est la disponibilité, la Zuhandenheit, et le souci ici devient donc préoccupation, Besorge. Et cette préoccupation se traduit par un souci d'eux dans le Umwelt, dans le monde ambiant, et une considération propre des outils que Heidegger traduit par le regard, travaillant sur le motif du regard, le Umsicht. Donc le Sorge, à propos des êtres intramondains caractérisés par la Zuhandenheit, devient Besorgen, souci d'eux, dans un Umwelt, à l'intérieur duquel, au sein duquel, je me rapporte aux objets dans la considération, le Umsicht. Mais à l'égard des étangs dont le mode d'être est le Mit-Dasein, et non plus simplement l'être là des outils, eh bien, Heidegger donc, parle non plus de Zuhandenheit, mais de Mit-Dasein, et les autres avec lesquels je suis, parce que je ne suis pas avec des outils, je suis avec des êtres, pas avec des outils, eh bien, die Sorge devient non plus Besorgen, mais Fürsorge. Je me soucie d'eux. Donc, la déclinaison du terme Sorge à travers le filtre de l'avec, c'est die Fürsorge, le souci pur, le souci pour, pardon. Et ce souci pour n'implique pas un Umwelt, qui est le monde des outils, mais un Mitwelt, le monde avec, le monde d'avec. Et ici, de la même manière que je considère dans l'Umwelt, je me soucie des outils avec Umsicht, Heidegger va déployer le vocabulaire du regard en Rücksicht, respect, et Nachsicht. Quels sont donc les différents modes de la sollicitude? Mon rapport aux autres, c'est l'alinéa 10 qui le précise, mon rapport aux autres se marque d'abord par la déficience. Ce point est tout à fait notable. On a une rupture par rapport à la modalité sur laquelle se donnent les objets dans la préoccupation, donc le fait de Besorgen, de se soucier d'eux, et dans la sollicitude, se soucier pour. En effet, les modes cités en dernier lieu de la déficience et de l'indifférence caractérisent l'être l'un avec l'autre quotidien. Ces modes d'être manifestent d'emblée le caractère de non-imposition et d'évidence, dit Heidegger, qui échoue tout aussi bien l'être là avec quotidien intramondain d'autrui qu'à l'être à portée de la main de l'outil dont se préoccupe chaque jour. Ces modes indifférents de l'être l'un avec l'autre peuvent aisément conduire l'interprétation ontologique à expliciter de prime abord cet être au sens du pur être sous la main de plusieurs sujets. Apparemment, il ne s'agit que de variantes infimes de ce même mode d'être, et pourtant, entre la survenance ensemble indifférente de choses quelconques et l'indifférence propre à des étangs qui sont l'un avec l'autre, la différence est essentielle. C'est précisément parce que cette indifférence est le mode le plus fréquent de la sollicitude, ce qu'elle est de prime abord et le plus souvent, que la philosophie
a pu être conduite à comprendre l'un avec l'autre comme la pure juxtaposition de sujets subsistants, de prime abord, coupés les uns des autres. Il n'empêche que les modes déficients, être contre les autres, être sans les autres, être indifférent aux autres, sont encore des modes de la sollicitude, c'est-à-dire des conjugaisons diverses de l'être avec. Fort heureusement, la sollicitude ne se conjugue pas seulement sur un mode déficient, elle a aussi des modes positifs qu'Heidegger va analyser dans les alinéas 10 et 12 du paragraphe 26. Heidegger va distinguer deux modes extrêmes de cette sollicitude positive, comme souci pour les autres, une possibilité substitutive dominatrice et une devançante libérante. La première consiste à procurer à l'autre ce qu'il cherchait à se procurer, c'est-à-dire à se substituer à lui dans sa préoccupation. La seconde possibilité est de devancer l'autre pour lui restituer son souci. L'autre est ainsi restitué à la liberté de son propre souci. Je précise. Il y a deux espèces positives donc de prendre soin. Les espèces négatives, celles du refus ou du rejet d'autrui, ne servent qu'à confirmer ceci. Même sur le mode négatif, l'être avec reste affirmé comme essentiel. La solitude et le retranchement sont donc, je le répète, les modes de l'avec. La première espèce consiste, nous dit Heidegger, à prendre soin ou à se soucier à la place de l'autre et à lui épargner aussi donc la peine de son souci. Cette assistance soulage l'autre de son souci propre. Elle est, nous dit Heidegger, désappropriante. Et ici, donc, Heidegger semble critiquer les formes d'assistance, l'assistance sociale, par exemple, et il semble la déprécier. Et on a pu dire que cette dépréciation a été le refus d'une certaine manière de penser le social, comme justement l'assistance à personne en danger qui serait capable de prendre sur soi, un État, une communauté pourrait prendre sur soi le souci d'autrui. La seconde espèce, au contraire, consiste à mettre ou à remettre l'autre dans son souci propre ou dans la propriété de son souci, c'est-à-dire dans la logique de son être en tant que décision d'existence, cette décision étant celle qui décide pour la propre mise en jeu du sens de l'être. On peut ici relever une analogie qui peut être au moins éclairante et au plus suggérer d'autres développements. Entre les deux espèces de la Fürsorge, la différence ressemble, Jean-Luc Nancy l'avait noté, mais aussi Marlène Zarader, à celle qui doit séparer une thérapie psychologique, dans laquelle donc le thérapeute prend sur lui la peine de l'autre et essaie de le réparer, d'un rapport psychanalytique tel qu'il est conçu par exemple par Lacan et dans lequel au contraire c'est je permets à l'autre d'advenir à sa propre difficulté. Comment peut-on se porter au-devant de la décision et de l'ouverture de l'autre à son propre souci, au-devant, somme toute, de son là, pour le lui remettre? Heidegger ne l'explicite pas. N'est pas établi non plus, par conséquent, comment il est possible que le propre soit redonné au propre depuis une extériorité. Il faut pourtant que ce soit possible, et dans des termes ainsi posés, il doit en résulter la nécessité d'un régime de non-extériorité entre les existants, l'avec entendu selon catégorie ontologico-existentielle, doit donc être élaboré comme la nature d'un espace bien particulier. Et je le redis, le terme d'espace est introduit ici à la fois au sens propre, puisque les existants sont des corps, des étangs, mais aussi en un sens figuré, qui répondrait à la question de l'entre. Qu'y a-t-il entre nous? Cet entre nous serait donc la figure concrète de l'avec qui me permettrait
de prendre sur moi la possibilité d'ouvrir ton propre rapport à ton souci. La question de l'entre-nous, hein, c'est une formule qu'aimait beaucoup à citer Lévinas, qui serait en fait la question de l'entre, selon laquelle il peut y avoir de nous, se poserait au regard des deux possibilités données par le texte de Heidegger. D'un côté, se trouve une occupation commune en vertu d'une tâche extérieure, et la substitution de l'un à l'autre est possible. De l'autre, doit se présenter un engagement commun pour la même chose. Ein sich einsetzen für dieselbe Sache, qui aurait lieu à partir de chaque existant en propre. D'un côté, donc, l'avec reste dans l'extériorité elle-même, commune aux deux sens du mot, et de l'autre, il est changé en communauté d'un rapport à une unique chose ou cause. D'un côté, donc, la simple coopération, la collaboration, si vous voulez, la préoccupation, ce qui revient à dire aussi que prendre soin, véritablement soucieux, préoccupé, ne se trouve que sur le second versant de l'alternative. Mais comment peut advenir cette co-appropriation du souci? Heidegger ne le dit pas. On peut ainsi conclure sur la sollicitude. C'est le paragraphe 14 qui le fait dans des termes tout à fait excellents. Je relis les paragraphes 13 et 14 pour vous. La sollicitude apparaît ainsi comme une constitution d'être du Dasein qui, suivant ses possibilités diverses, est aussi bien solidaire de son être vis-à-vis du monde de la préoccupation que de son être authentique vis-à-vis de lui-même. L'être l'un avec l'autre, ein Dasein, se fonde de prime abord et même souvent exclusivement dans ce qui fait l'objet d'une préoccupation commune dans cet être. Un être l'un avec l'autre provenant de ce que l'on fait la même chose se tient non seulement le plus souvent dans des limites extérieures, mais encore revêt le mode de la distance et de la réserve. Vous savez, c'est sans doute ce qu'on dit quand on veut faire la distinction entre le collègue et l'ami. Le collègue, c'est celui avec qui justement je fais la même chose, mais ce rapport donc de coparticipation à une même tâche définit une limite extérieure de l'avec, et l'ami, l'être avec l'autre de ceux qui sont attelés à la même affaire, ne se nourrit souvent que de méfiance. Inversement, l'engagement commun pour la même chose est déterminé par le Dasein, à chaque fois saisi de manière propre. C'est seulement cette solidarité authentique qui rend possible la pragmaticité vraie, qui libère l'autre, sa liberté, vers lui-même. Alors, œuvrer en direction d'un même engagement pour se libérer, pour libérer les Dasein, eh bien, c'est donc dans leur saisie, leur propre souci, c'est ce que Heidegger semble indiquer comme la véritable modalité de l'avec. Et comme je le disais, cette modalité, eh bien, Heidegger ne la précise pas. À l'alinéa 15, il va essayer de déterminer les caractéristiques de la sollicitude, qui répondent, vous vous souvenez, à ce qu'il appelait le Umsicht pour les étangs intramondains, à travers le doublet du Rücksicht, l'égard, le respect, et de l'indulgence, le Nachsicht. À la préoccupation du Dasein à l'égard des étangs disponibles correspond donc un type de vue qui était la circonspection. À la sollicitude pour les autres du Dasein correspond une vue adaptée que Heidegger appelle Rücksicht et Nachsicht. Le cinquième et dernier moment de ce paragraphe 26 est consacré à un problème tout à fait considérable, qui est le problème de la compréhension d'autrui. Ce problème occupe les alinéas 16 à 25 de ce paragraphe 26. Heidegger va procéder en 3 temps. D'abord, essayer de comprendre le rapport entre être avec et mondanéité, paragraphes 16 et 17. Ensuite, établir quelles sont les conditions de la compréhension primaire d'autrui, au paragraphe 18 à 20. Et enfin, des paragraphes 20 à 25, qui occupent donc la fin
de ce paragraphe, Heidegger va se consacrer à une critique de l'Einfühlung, l'intropathie. Ce paragraphe, ces paragraphes, ces alinéas sont tout à fait importants puisque, vous le savez, la notion d'empathie, d'Einfühlung, de sympathie, de compassion sont aujourd'hui réévaluées à travers le prisme d'une catégorie de la philosophie morale et politique contemporaine qui est celle du care, du souci. Le care, c'est une certaine inclinaison du Fürsorge. Alors je prends ces paragraphes, ces alinéas dans leur suite. D'abord, l'être avec et la mondanéité. Dans l'être avec, en tant que vue des autres existentielle, ceux-ci sont déjà ouverts à leur Dasein. Cette ouverture des autres, d'emblée constituée avec l'être avec, contribue donc à la constitution de la significativité, c'est-à-dire de la mondanéité, où celle-ci est ancrée en vue de l'existentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les autres, ceux avec lesquels je me trouve, avec lesquels je suis dans le monde, ces autres entretiennent avec le monde un rapport de renvoi qui est celui, plus général, de la significativité. Les autres, si j'ose dire, font sens et font signe. Et c'est à ce fond sens, à ce faire sens et à ce faire signe que sont consacrés les alinéas 18 à 20. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre autrui? Ici, un très long développement serait nécessaire. Je m'explique. Vous vous souvenez, j'y ai insisté à plusieurs reprises, du fait que pour Heidegger, l'herméneutique est la manière dont peut se déployer la phénoménologie si elle veut répondre aux questions de l'ontologie. C'est-à-dire que si on veut accomplir le programme de Sein und Sein, c'est-à-dire comprendre comment l'être se temporalise, eh bien, je dois d'abord comprendre comment mon être, mon Dasein, se temporalise. Et donc, comprendre ou décrire la manière dont le Dasein se temporalise, c'est offrir, en lieu et place d'une description phénoménologique, une herméneutique. Ce point étant établi, la question centrale est donc celle de savoir si je suis co-originaire du Dasein et du Mitsein, c'est-à-dire si mon être est à la fois un être là et un être avec, eh bien la question se pose de savoir comment comprendre les autres. Il est très important que dans la tradition phénoménologique husserlienne, je ne peux comprendre les autres qu'après avoir compris ce que cela veut dire que de comprendre, et je ne peux comprendre ce que cela veut dire que de comprendre qu'à partir de ma compréhension. Et donc, il y a un privilège, qui est le privilège de l'ego, qui est celui des méditations cartésiennes de Husserl, ce texte fameux, un privilège de l'ego. Eh bien, ce privilège de l'ego, Heidegger le refuse dans ses alinéas 18 et 20 du paragraphe 26 des traités. La compréhension primaire d'autrui a deux caractéristiques. D'abord, la compréhension d'autrui n'est pas un acte cognitif. Elle est plutôt ce qui fonde une connaissance possible. Le fait de se connaître mutuellement se fonde dans l'être avec, originairement compréhensif. Conformément, écrit Heidegger, au mode d'être prochain de l'être au monde qui est avec, se connaître se meut de prime abord dans le reconnaître compréhensif de ce que le Dasein trouve et dont il se préoccupe dans le monde ambiant avec les autres. C'est à partir de ce dont elle se préoccupe et avec sa compréhension que la préoccupation animée par la sollicitude est comprise, et ainsi l'autre est de prime abord ouvert dans la sollicitude préoccupée. Ce que veut dire Heidegger, c'est que la compréhension d'autrui n'est pas une compréhension que je dériverai d'une compréhension de ce que comprendre veut dire. Entendez, il n'y a pas d'abord la compréhension scientifique et puis la compréhension d'autrui, c'est l'inverse qui est vrai. C'est-à-dire que comprendre, c'est toujours d'abord comprendre ce que cela veut dire que comprendre les autres. Et cela va de soi, puisque si le Dasein et le Mitsein sont co-originaires, eh bien comprendre, c'est d'abord comprendre à partir de cette double détermination du Dasein comme être là et être avec. Le deuxième trait de la compréhension d'autrui,
et qu'elle est d'emblée orientée par la préoccupation, c'est-à-dire celle d'autrui et la mienne. Et c'est ici que Heidegger va engager un débat tout à fait important sur lequel, malheureusement, il me faut aller de manière trop rapide, un débat avec les théoriciens de l'Einfühlung. La manière, donc, selon laquelle, pour ces théoriciens, je me rapporte à l'autre à partir, justement, d'une intropathie. Et Heidegger va critiquer cette intropathie de la manière la plus sévère qui soit. Je lis simplement la conclusion de cette réflexion. Néanmoins, que l'Einfühlung soit tout aussi peu que le connaître en général un phénomène originairement existentiel, cela ne signifie pas qu'elle ne soulève aucun problème. Son herméneutique spéciale aura à montrer comment les diverses possibilités d'être du Dasein lui-même séduisent et dénaturent l'être l'un avec l'autre, et le se connaître mutuel qui lui appartient, de telle sorte que toute compréhension authentique est empêchée, et que le Dasein cherche refuge auprès de substituts, recours qui, cependant, suppose comme sa condition existentielle positive de possibilité une réelle compréhension d'autrui. L'analyse l'a montré. L'être avec est un constituant existentiel de l'être au monde. L'être là avec se manifeste comme une modalité d'être propre d'un étant faisant rencontre à l'intérieur du monde. Pour autant que le Dasein est en général, il a le mode d'être de l'être l'un avec l'autre. Celui-ci ne peut être conçu comme résultat sommatif de la survenance de plusieurs sujets. Trouver une pluralité de sujets, cela même n'est possible que si les autres, tels qu'ils sont de prime abord en contre en leur être là avec, ne sont plus traités que comme numéros, mais ce nombre ne peut être lui-même découvert que grâce à un être l'un avec l'autre, et l'être l'un avec et pour l'autre déterminé. Cet être avec sans égard compte avec les autres, mais sans sérieusement, la traduction de Martineau ici est tout à fait réussie, sur eux, ni même avoir affaire à eux. Ce que Heidegger reproche à la théorie de l'Einfühlung, c'est d'être abstraite, c'est-à-dire d'arracher la compréhension de l'avec de la compréhension de l'être au monde. Comprendre l'autre selon les théories de l'Einfühlung, selon les théories de l'intropathie, c'est arracher l'autre au monde à partir duquel je me comprends comme Dasein, je me comprends comme Mitsein, et je comprends l'autre à partir du Mit Eindersein dans un Mitwelt. Le paragraphe 26 s'achève sur cette compréhension réfutative de l'Einfühlung. Nous pourrions dire que la boucle est bouclée, puisque la compréhension de l'être avec se résout, pour Heidegger, dans la compréhension de l'être là, et que donc, d'une certaine manière, les trois points de ce triangle que nous avons essayé de définir, être loin, être près, être avec, eh bien, ces trois points sont reliés par une philosophie qui définit l'être de l'homme, l'être là, par un lien d'essence entre sa spatialité et l'altérité. Et, je le redis, ce lien d'essence implique, selon Heidegger, à la fois une philosophie de la compréhension et une philosophie de l'expression. Il reste que, comme je l'ai dit, le paragraphe 26 est irrésolu au sens où il ne nous donne pas le contenu contenu positif de la manière dont nous pourrions justement penser cette bonne sollicitude qui restitue l'autre à son souci. Et ici, il faut adresser à Martin Heidegger une série de questions qui se tournent, qui deviennent autant de reproches. Comment concevoir en effet la double détermination de l'être avec et de l'être là? Dans un article célèbre qu'elle consacre à cette question, Jean-Luc Nancy distinguait trois possibilités.
Comment le mythe Dasein est-il possible et comment le représenter, demandait-il. Comment un être avec de plusieurs, dont chacun ouvre son là propre, pour son propre compte, c'est la première solution, ou bien comme un être avec le là, ou peut-être plus clairement comme un être le là avec, qui impliquerait que les ouvertures, en quelque sorte, se recoupent entre elles, croisent, mêlent, ou laissent interférer leurs propriétés sans pour autant les confondre en un unique Dasein, faute de quoi le mythe serait perdu. Ou bien enfin, troisième manière, comme un rapport commun à un là qui serait au-delà des singuliers, mais que serait un tel au-delà? On a donc, si vous voulez, trois manières possibles de penser le commun. D'abord, comme un banal côtoiement, donc le mythe Dasein serait simplement une manière d'être côte à côte, de partager sans les partager, justement les là, une espèce de contiguïté des Dasein, comme un commun partage des propriétés par rapport, croisement, mélange, empiètement, ou comme le commun serait défini comme une instance propre en lui-même, une instance basée sur la communion, une réflexion sur le collectif. Or, autant on comprend bien que Heidegger ait écarté la première voie, c'est-à-dire la voie du côtoiement, autant le choix qu'il a fait du commun comme l'instance propre qui va relever la différence des Dasein en un Dasein uni par un destin, c'est-à-dire comme un collectif, qui est le peuple, eh bien ce choix, évidemment, est un choix qui est deux fois critiquable. Il est critiquable d'une part parce que Heidegger n'envisage pas la seconde possibilité, c'est-à-dire le partage des propriétés par rapport, croisement et mélange, qui serait une manière de penser l'être avec à la hauteur de cet être avec. Mais surtout parce que il ne pense le partage des Dasein qu'en un lieu tout à fait singulier, qui est celui de la relève de chaque Dasein dans le sacrifice de sa propre mort pour le collectif. Et c'est ainsi, si vous voulez, que la solution du paragraphe 26, elle n'est pensable que depuis le paragraphe 74, c'est-à-dire le destin d'une mort commune dans le sacrifice pour un commun entendu comme une instance propre, comme une instance de la commune. Alors, pour conclure ce cours et cet ensemble de cours, je voudrais, et je vous demande de suivre sur votre exemplier, la manière dont on pourrait travailler à partir justement de ce paragraphe 26 des traités. Je propose donc deux ouvertures qui sont, si vous voulez, les deux ouvertures de la conclusion de ces trois cours. D'abord, on peut se demander, et je crois qu'il faut le faire depuis Heidegger et contre lui, comment penser l'être avec comme tel? Eh bien, cela peut se faire, me semble-t-il, de trois manières. Ou bien on peut penser l'être avec comme tel à partir des disciplines. Ce peut être l'anthropologie, évidemment. Ce peut être la sociologie, ce peut être la politique. Et donc ici, l'être avec trouverait des contenus concrets et des configurations concrètes à partir justement du partage du rapport du da et du mythe. On peut le faire à partir d'auteurs, c'est-à-dire penser l'être avec comme tel à partir d'auteurs, et c'est ici évidemment à Emmanuel Lévinas que je pense, qui saisit ce paragraphe 26 pour le retourner, puisque alors que Heidegger considère que la compréhension de l'autre n'est possible qu'au lieu où mythe et da se croisent, c'est-à-dire que je ne peux comprendre le mythe sein qu'à partir du Dasein, et réciproquement, pour Lévinas, il en va tout autrement, puisque le mythe sein, l'autre, le visage de l'autre, ne surgit pas sur le fond d'un monde que je partage, mais il trouve ce monde, il le détruit, il fait brèche. Et puis on pourrait penser aussi l'être avec comme tel à partir de figures, qui sont ceux avec lesquels je suis, qui sont ceux avec lesquels je suis pour être là où je suis. Alors on pourrait penser par exemple à des figures distinguées dans la singularité,
ou des figures de collectif. Les figures du collectif, ce sont évidemment les figures du politique, c'est-à-dire le Mitsein avec du commun. Par exemple, la masse, la foule, le peuple, la communauté, la nation, l'État. Et on pourrait se demander à chacune de ces figures du commun quel type d'être avec est impliqué quand je pense mon être avec une masse, une foule, un peuple, une communauté, une nation, un État. Mais je peux aussi penser l'être avec à partir de figures singulières en fonction justement des liens. Ici, on pourrait réactualiser les motifs heideggeriens, les liens qui se tissent dans la proximité et le déséloignement à partir de trois figures. Le parent, il s'agisse de penser les parents ou les enfants, l'aimer, et je pense ici évidemment aux extraordinaires pages que Rosenzweig y consacre dans la philosophie de la rédemption, l'étoile de la rédemption, et puis l'ami. Et le dernier temps de cette conférence, cet exposé de ce cours sur l'être avec, était voué à comprendre les relations entre philosophie et amitié à partir d'un texte que vous trouverez dans votre exemplier sur l'ami. Pourquoi ? Parce que l'ami, et notamment l'ami dans la tradition philosophique, qui va de Aristote à Deleuze, pensez à qu'est-ce que la philosophie, mais en passant par Spinoza, Rousseau ou Foucault, l'ami implique un être avec tout à fait particulier. C'est celui avec lequel, justement, pour ainsi dire, non seulement je suis avec, mais je vis avec d'une certaine manière, je sens avec. On pourrait ici, et c'était ce que je voulais commenter avec vous pour finir, mais je ne fais ici que l'évoquer en le disant, commenter l'extraordinaire passage de l'éthique à Nicomaque, dans lequel Aristote écrit « Vivre est désirable, surtout pour les gens de bien, puisque pour eux, exister est un bien et une chose douce. En consentant, sunai stano menoi, ils éprouvent la douceur du bien en soi, et ce que l'homme de bien éprouve par rapport à soi, il l'éprouve aussi par rapport à son ami. L'ami est en effet un autre soi-même, hétéros autou, et comme pour chacun le fait d'exister est désirable, il en va de soi, il en va de même pour l'ami. L'existence est désirable parce qu'on sent qu'elle est une bonne chose et cette sensation est une chose douce par elle-même, mais alors pour l'ami aussi, il faudra consentir qu'il existe, et c'est ce qui arrive quand on vit ensemble et qu'on partage, koinoinen, des actions et des pensées. C'est en ce sens que l'on dit que les hommes vivent ensemble, sudzein, et non pas, comme pour le bétail, qu'ils partagent le même pâturage. Et donc, c'est sur cette modalité très particulière qui articule l'histoire de la philosophie et de l'histoire de l'amitié que je voulais achever ce cours sur l'être avec, en vous disant combien j'ai regretté d'être loin de vous, mais j'espère que, en ayant été avec vous, j'aurai été d'une certaine manière près de vous. Et je vous dis à l'année prochaine, et je l'espère plus près. Au revoir. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.